As-tu déjà eu l'impression que plus personne ne dit la vérité sur les femmes? Que chaque discussion est soit une adoration aveugle, soit un ressentiment amer? Jamais de clarté, jamais d'honnêteté. La société idéalise les femmes comme étant pures, bienveillantes, moralement supérieures. Mais si cette image n'était qu'une illusion soigneusement construite? Et si l'un des philosophes les plus controversés de l'histoire l'avait compris, il y a plus d'un siècle? Friedrich Nietzsche n'avait pas peur de dire ce que les autres taisaient. Il ne détestait pas les femmes, mais il ne les idéalisait pas non plus. Alors que la plupart des penseurs de son époque les rejetaient ou les mettaient sur un piédestal, Nietzsche est allé plus loin. Il s'est demandé, que cache vraiment l'apparence? Non pas ce que les hommes voudraient que les femmes soient, mais ce qu'elles sont réellement, sous les masques sociaux, sous les idéaux, sous les rôles qu'on leur a attribués. Il a vu quelque chose d'inconfortable. Quelque chose que peu osent affronter, même aujourd'hui. Non pas parce que c'est choquant, mais parce que c'est vrai. Nietzsche pensait que la relation entre hommes et femmes n'était pas fondée sur l'égalité ou sur l'amour idéalisé, mais sur l'instinct, le pouvoir et la survie. Et plus on observe le monde d'aujourd'hui, plus sa vision semble étrangement exacte. Ce texte n'est pas une accusation. Il ne cherche pas à glorifier les hommes ou à critiquer les femmes. Il s'agit d'affronter une vérité plus profonde, celle qui révèle les forces invisibles derrière le genre, l'attirance et le contrôle. Nietzsche ne proposait pas de réponse rassurante. Il offrait quelque chose de plus précieux, la possibilité de voir clairement. Alors si tu en as assez des mensonges, si tu veux aller au-delà des illusions romantiques et faire face à une vérité brute et sans compromis, reste avec moi. Car une fois que tu comprendras comment Nietzsche voyait les femmes, tu ne verras plus jamais l'amour, le pouvoir ou l'identité de la même manière. Décomposons cela. Nietzsche pensait que les hommes n'aimaient pas vraiment les femmes, ils aimaient une idée des femmes. Une projection. Une illusion soigneusement construite qui leur donnait un sentiment de sécurité, d'inspiration, parfois même de supériorité. Il appelait cette idéalisation romantique un mensonge dangereux, un mensonge qui dit que les femmes sont, par nature, pures, innocentes, délicates et moralement supérieures. Mais pour Nietzsche, ce n'était pas de l'admiration, c'était une forme d'auto-tromperie. À ses yeux, la femme idéale n'était pas un reflet de la réalité mais un fantasme façonné par des hommes incapables de faire face à la complexité brute de l'esprit féminin. Au lieu de l'affronter, il réduisait les femmes à des symboles de vertu, de beauté, de salut émotionnel. Et ce faisant, il leur retirait toute autonomie, les transformant en personnages de leur propre drame intérieur. Nietzsche trouvait cela non seulement malhonnête, mais lâche. Il affirmait que les hommes se mentaient à eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas supporter toute la vérité sur ce que sont les femmes, instinctives, stratégiques, guidées par une forme de pouvoir qui leur est propre. Ni meilleures, ni pires que les hommes, juste différentes. Mystérieuses, non parce qu'elles sont incompréhensibles, mais parce que les hommes refusent de les comprendre. Ils préfèrent préserver leurs fantasmes plutôt que de confronter la réalité. Ce masque de l'idéalisation, selon Nietzsche, n'était pas un signe d'amour, mais de peur. Peur de l'indépendance émotionnelle. Peur de l'autonomie sexuelle. Peur d'une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Alors les hommes déguisent leur peur en adoration, appellent ça du romantisme, et finissent même par y croire. Mais quand la réalité finit par émerger, quand l'idéal se fissure et que la vraie femme apparaît, les hommes se sentent souvent trahis. Non parce qu'elle a changé, mais parce que l'illusion qu'ils avaient créée ne tient plus. Et Nietzsche, fidèle à la vérité plutôt qu'au confort, voyait là l'un des plus grands mensonges de la société: pour aimer une femme, un homme doit d'abord se rendre aveugle à ce qu'elle est vraiment. Nietzsche n'a jamais vu les femmes comme faibles. Il les voyait comme les maîtres d'une autre forme de force, une force qui ne crie pas mais qui murmure. Alors que les hommes affichent souvent leur pouvoir de manière évidente, à travers le statut, la domination ou l'agressivité, Nietzsche pensait que les femmes avaient développé une forme de contrôle plus subtile. Pas moins puissante, simplement moins visible. Il voyait cela comme une forme d'intelligence évolutive. Pendant la majeure partie de l'histoire, les femmes n'avaient pas accès au pouvoir formel. Elles ne pouvaient pas diriger des pays ni commander des armées. Il pensait que les hommes aimaient à partir d'un idéalisme. Ils projetaient leurs rêves sur les femmes, attendant d'elles le salut, la beauté et la sécurité émotionnelle. Les femmes, en revanche, aimaient avec un instinct plus affûté. Pour elles, l'amour n'était pas un fantasme, mais une stratégie de préservation, une manière de trouver la force, la protection et un avantage dans un monde qui ne leur offrait que peu de choses. Ce n'étaient pas des stratégies conscientes, affirmait Nietzsche, mais des réflexes instinctifs guidés par la biologie, la culture et la volonté de puissance. Ce qui le troublait le plus, c'était le mensonge généralisé. La société maquillait cette guerre en poésie et en fleurs, l'appelant romantisme. Mais sous cette douceur apparente, Nietzsche voyait du calcul. Il voyait deux forces qui s'utilisaient, se façonnaient, tentaient de se contrôler l'une l'autre, sous prétexte d'unité. Dans ce sens, l'amour n'était pas la fin du conflit, c'était sa forme la plus séduisante. Nietzsche ne blâmait ni les femmes, ni les hommes.
Il blâmait l'illusion selon laquelle l'amour serait pur, égalitaire ou exempt de domination. Pour lui, chaque relation était, au fond, une négociation de pouvoir, que la plupart des gens refusaient de reconnaître. Et parce qu'ils ne la voyaient pas, ils en souffraient. Pour Nietzsche, la vraie compréhension ne commence que lorsque l'on cesse de faire semblant, lorsqu'on arrête d'attendre l'harmonie et qu'on accepte les dynamiques brutes, souvent cruelles, qui façonnent le désir humain. L'amour, dans sa vision, n'était pas un abandon, c'était une stratégie. Et comme toute stratégie, elle comportait des coups cachés. Nietzsche croyait que la morale n'était jamais neutre. Elle était toujours un outil, forgé par les faibles pour se protéger, ou par les puissants pour justifier leur domination. Et quand il s'agissait des femmes, il ne voyait pas la morale comme un engagement philosophique profond, mais comme une adaptation instinctive. Il ne s'agissait pas de vérité, mais de survie. Il affirmait que les femmes ne suivaient pas la morale pour elles-mêmes, mais pour ce qu'elle leur permettait de préserver. Dans un monde où la force brute appartenait depuis longtemps aux hommes, Nietzsche pensait que les femmes s'étaient tournées vers la morale comme mécanisme de défense. En valorisant des qualités comme l'humilité, la patience et le sacrifice de soi, elles avaient créé un cadre dans lequel leurs traits étaient loués, non pas parce qu'ils étaient objectivement bons, mais parce qu'ils étaient stratégiquement efficaces. La morale devenait un moyen d'exercer de l'influence dans un monde qui leur refusait tout pouvoir direct. Nietzsche ne voyait pas cela comme une tromperie, mais comme une forme de génie, une subversion silencieuse de la structure du pouvoir, à travers le langage de la vertu. Les femmes, pensait-il, avaient perfectionné l'art de moraliser la faiblesse, de transformer ce qui était autrefois une limite en un idéal de vie supérieure. Et la société, désireuse de maintenir l'illusion de l'ordre, acceptait cela sans poser de questions. Mais sa vision n'avait rien de romantique. Il croyait que sous cette surface de vertu se cachait un instinct plus profond, un instinct de préservation et de contrôle. Lorsque les femmes parlaient d'équité, il entendait du calcul. Lorsqu'elles invoquaient la morale, il voyait une stratégie, non par méchanceté, mais par nécessité. Pour Nietzsche, la posture morale n'était jamais innocente. C'était une mise en scène. Et chez les femmes, façonnées pendant des siècles par la dépendance, cela devenait une manière de naviguer dans un monde hostile sans jamais sembler combattre, non avec des armes, mais avec des principes, des émotions et le silence. Une morale silencieuse qui désarmait sans jamais dévoiler la lame. Nietzsche vivait à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles soient passives, obéissantes et confinées à des rôles domestiques. Mais même alors, il voyait venir la tempête. Il voyait déjà les premiers signes d'un changement, les femmes qui commençaient à questionner, à défier, à dépasser les rôles que l'histoire leur avait assignés. Et cela ne l'étonnait pas. Cela le troublait. Il croyait que la force des femmes avait toujours été sous-estimée, non pas parce qu'elle était invisible, mais parce qu'elle était voilée. Pendant des siècles, leur pouvoir fut subtil, indirect, enveloppé de douceur. Mais que se passe-t-il quand ce pouvoir cesse de se cacher ? Que se passe-t-il quand les femmes n'ont plus besoin des hommes pour leur protection, leur approbation ou leur identité ? Nietzsche craignait que l'émergence de la femme indépendante ne vienne ébranler les fondations mêmes de la société, non pas parce qu'il pensait que les femmes en étaient incapables, mais parce qu'il croyait que la plupart des hommes n'y étaient pas préparés. L'homme moyen, élevé dans l'idée de sa supériorité naturelle, se sentirait profondément menacé par une femme qui n'avait plus besoin de sa force, de son revenu ou de sa validation. Et cette menace ne se traduirait pas par du respect, mais par du ressentiment. Ce n'était pas de la misogynie. C'était une prévision. Nietzsche savait qu'une femme libérée de toute dépendance devenait une force de la nature. Non plus confinée à la manipulation émotionnelle ou à la supériorité morale, elle devenait directe, affirmée, et pleinement maîtresse d'elle-même. Et ce genre de femme, selon Nietzsche, terrifierait un monde bâti sur des illusions rassurantes. Il n'écrivait pas cela comme une célébration ou une condamnation. Il l'écrivait comme un avertissement, que l'avenir ne serait pas fait d'équilibre, mais de bouleversement. L'ascension de la femme indépendante ne créerait pas l'harmonie. Elle provoquerait le conflit, la confusion, et une douloureuse redéfinition de l'identité des deux sexes. Car quand les femmes cessent de demander la permission, l'ancien monde perd le contrôle. Et pour Nietzsche, cela était à la fois inévitable et irréversible. Il n'écrivait pas sur les femmes pour les insulter. Il écrivait pour arracher le voile de l'illusion. Car pour lui, la vérité était sacrée, même lorsqu'elle était brutale. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que sa philosophie ne reposait pas sur le ressentiment. Elle était enracinée dans la clarté. Et dans cette clarté, il entrevoyait une possibilité au-delà des jeux de pouvoir, de dépendance et de déni. Il entrevoyait la chance de quelque chose de plus grand. Nietzsche croyait que la plupart des relations entre hommes et femmes reposaient sur une illusion mutuelle, chacun projetant des fantasmes, chacun cachant ses faiblesses, chacun essayant de gagner une partie sans même admettre qu'il y avait un jeu. Mais que se passe-t-il quand les deux retirent leur masque ? Quand l'homme cesse d'idéaliser et que la femme cesse de manipuler ? Quand aucun ne cherche plus à contrôler par le charme ou la domination, mais qu'ils se tiennent, l'un et l'autre, dans une pleine conscience de ce qu'ils sont vraiment ? C'était rare, suggérait Nietzsche, mais pas impossible.
Cela exigeait la mort de la sentimentalité, le rejet des rôles hérités, et le courage de se rencontrer, non comme sauveur ou ennemi, mais comme égaux en puissance, égaux dans l'ombre, égaux dans le potentiel. Non pas semblables, mais également imparfaits, également capables de transcendance. Pour atteindre ce point, il fallait abandonner le ressentiment. L'homme devait lâcher son amertume envers la femme qui n'avait plus besoin de lui. La femme devait laisser tomber sa colère envers l'homme qui l'avait jadis enfermée. Ce n'est qu'alors que quelque chose de plus profond pouvait émerger, non pas une réconciliation entre les sexes, mais une redéfinition de ce que signifie vraiment se lier à l'autre. Nietzsche ne prétendait pas que cela était facile. Il savait que la plupart n'y parviendraient jamais. Mais pour ceux qui en étaient capables, ceux prêts à abandonner le confort pour la vérité, le fantasme pour la réalité, un nouveau type de relation pouvait naître. Non plus fondé sur l'illusion ou la peur, mais sur une force partagée. Non pas la domination, mais une transformation mutuelle.